Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc reprendre l'activité que vous deviez réaliser pour expliquer l'origine du séisme s'étant déroulé le 11 mars 2011 au Japon. Pour démarrer donc cette explication, je vous redonnais le document, cette carte avec la position donc du séisme et sa position par rapport à l'existence des plaques que nous avions découvert la semaine précédente. Alors, je vous rappelle donc ce qui avait été dit, que ce séisme était à l'endroit où nous avons un ensemble de plaques. Et plus particulièrement, il semble situé entre deux plaques, la plaque Pacifique et la plaque Cocos. Donc, on peut imaginer qu'il se passe quelque chose au niveau de ces deux plaques, qu'elles bougent l'une par rapport à l'autre, et que ça pourrait être à l'origine effectivement des séismes se produisant au niveau du Japon. Ce que vous deviez donc rechercher en explication. Alors pour ce faire, je vais commencer par vous mettre ce document donné par un géologue simplifié avec ici, pour comprendre ce qui se passe au niveau de la fosse du Japon, ici, une vue en 3D. Autrement dit, ici vous avez ce qu'on aurait en vue du ciel, en surface. Ici, vous avez ce que l'on peut avoir en 3 dimensions quand on s'enfonce au niveau donc du globe terrestre. Alors, j'avais remis des annotations pour être sûr que vous arriviez à vous repérer. Donc ici, on imagine, on a la plaque Pacifique. Ici, on a la plaque Okhotsk. Sur la plaque Okhotsk, on a ces fameuses îles du Japon. Donc si je refais le parallèle par rapport à ici, on a la plaque Pacifique, on a la plaque Okhotsk avec les îles du Japon. Et donc, on se rend compte qu'au niveau donc, de la face du Japon, alors la fosse du Japon, vous vous souvenez, ce sont les fameux fossés océaniques qu'on avait découverts en relief dans la leçon précédente. On voit bien que c'est une zone très étroite et très profonde. Et en fait, cette zone très étroite et très profonde correspond à la zone qui fait une communication entre ces deux plaques. Et en dessous, juste à l'aplomb de la fosse du Japon, on a ces éléments qui sont représentés ici, qu'on appelle des foyers des séismes. Alors, il faut comprendre maintenant ce que l'on a pu vous représenter ici. Et pourquoi on a ce fossé du Japon entre ces deux plaques Pacifique et Okhotsk. Alors, quand vous lisez le document, vous apprenez qu'il se passe un phénomène particulier entre la plaque Pacifique et la plaque Okhotsk, c'est que la plaque Pacifique plonge et s'enfonce vers l'ouest sous les plaques d'Okhotsk. Donc, autrement dit, cette plaque ici, elle s'enfonce sous celle-ci. Et c'est pour ça qu'on a ici des zones très profondes et très étroites. Et on apprend donc, comme les plaques, alors souvenez-vous ce qu'on a vu dans la séance précédente, les plaques sont faites de roches, c'est les plaques lithosphériques, c'est un ensemble très rigide, solide. Donc quand cette plaque-là s'enfonce sous celle-ci, à raison quand même de 6,5 cm par an, ce qui n'est pas rien, il y a forcément une pression très importante qui va avoir lieu dans les roches. Et cette pression est telle et tellement énorme qu'il y a de l'énergie qui va s'accumuler et qu'au bout d'un certain temps, les roches vont céder brusquement. Alors lorsque la roche, elle cède, ça veut dire qu'en fait, elle casse. Et c'est ce phénomène qui s'est produit lors du 11 mars 2011. Et cette cassure de roche n'a pas été simplement localisée à un endroit donné. En fait, on regarde que cette cassure de roche a été sur une longueur de 500 km. C'est énorme pour un séisme et à une profondeur jusqu'à environ 40 km. Donc ce n'est pas à un endroit donné où les roches ont cassé, c'est tout un ensemble d'une zone qui a cédé, qui a cassé sous l'effet de ces pressions. Donc pour les réponses suivantes, il fallait donc cocher que les plaques Okhotsk et Pacifique se heurtent et se rapprochent et que la plaque du Pacifique passe en dessous de la plaque Okhotsk. Pour première saisie d'information. Et ensuite, lors de ce rapprochement de plaques, conséquence que cela va avoir, c'est que les roches cassent. Et lorsque les roches cassent, c'est ici, à l'endroit des foyers des séismes. On appelle foyer de séisme l'endroit où des roches cassent, se rompent. Alors, ensuite, on continue. Pour expliquer le phénomène,
on vous mettez ensuite une modélisation pour expliquer ce qui peut se produire au niveau des roches. En fait, lorsqu'on exerce une pression sur les roches au départ sont capables d'avoir une certaine résistance, d'une certaine élasticité. Et très souvent, les roches sont capables de se déformer. Et c'est ce qui était montré à l'aide de cette petite modélisation. Je vous montrerai ensuite que un matériel, donc ici différent puisqu'on prenait des plaques de polystyrène, lorsqu'il a des pressions qui lui sont exercées, par exemple ici avec le serre-joint, la plaque de polystyrène comme une roche, une couche de roche qu'on pourrait imaginer donc dans le sous-sol, au départ, sous l'effet de cette pression, elle est capable de se déformer. Et ensuite, quand la pression est telle, la contrainte est telle, la plaque de polystyrène finit par casser. Donc on imagine que dans le sous-sol, lorsque les plaques se rencontrent, entrent en collision et que l'une s'enfonce sous l'autre, ces pressions sont énormes sous les roches et que ce phénomène ici se produit. Autrement dit, les couches de roches commencent par se déformer jusqu'au moment où ça casse. Et la cassure, souvenez-vous, c'est le moment où on va voir le foyer d'un séisme. Et pour voir ce qui se passe au moment où on a un foyer sismique, autrement dit où la roche elle casse, on a placé sur cette plaque de polystyrène des capteurs reliés à un logiciel Audacity, autrement dit un capteur qui va pouvoir enregistrer des ondes, autrement dit des vibrations. Et on se rend compte sur cet enregistrement que lorsque l'on exerce des pressions sur une plaque de polystyrène, on n'enregistre aucune onde au départ. La plaque de polystyrène se déforme, nous n'avons toujours aucune onde enregistrée. L'onde apparaît au moment où la roche elle casse. Autrement dit, lorsqu'une roche casse, il y a un déclenchement d'onde qui se fait. Il y a une onde qui est créée. Alors, pour que vous compreniez un peu le principe, c'est tout ce que vous avez pu faire en observation. Vous imaginez, vous avez une surface d'eau en face de vous. Alors, on imagine, hein, on est au niveau donc d'un lac, d'un étang. La surface d'eau, elle est complètement calme. Aucun mouvement de la surface d'eau. Vous projetez un caillou sur cette surface d'eau, eh bien, vous provoquez un choc, une rupture, d'accord, de la surface d'eau. C'est comme si vous cassiez la surface d'eau. Et de là, vous voyez apparaître quoi sur la surface d'eau quand le caillou est arrivé et a cassé cette surface d'eau plane? Vous voyez des ondes qui sont capables de se propager tout autour de l'endroit où vous avez projeté le caillou. Eh bien, c'est exactement le même phénomène qui va se produire dans des roches solides. Du moment qu'elles cassent, même si on ne le voit pas, il y a des ondes qui vont se produire et qui vont s'étaler, se disperser autour de l'endroit où la roche a cassé. Donc, moi, je vous posais une question toute simple au départ pour voir si vous avez compris ce document-là. Lorsque la plaque de polystyrène casse, il y a des ondes qui apparaissent. Voilà ce que je voulais que vous arriviez à comprendre. Alors maintenant, je vous avais mis ce document parce que là, jusqu'à présent, on est dans une modélisation. On n'est pas dans le réel. Nous, maintenant, il faut qu'on vérifie sur le terrain si vraiment c'est ce phénomène-là qui se produit. Donc, si on a bien compris que des roches pouvaient se casser du fait de la pression énorme des plaques qui bougent, il doit, si ce phénomène s'être produit, le 11 mars, il doit donc y avoir eu des ondes qui se sont créées. Et regardez donc le document que je vous avais mis sur cette activité. On est capable, grâce à des appareils qu'on appelle des sismographes, d'enregistrer des ondes qui se propagent à la surface du globe terrestre. On a installé sur toute la surface du globe terrestre des sismomètres pour suivre justement la propagation d'éventuelles ondes. On en a un, par exemple, à l'école européenne de Taïwan, donc qui est tout proche du Japon. Et voilà ce qu'on a pu enregistrer avec ce sismographe, c'est-à-dire à peu près à 6 heures du matin, ils ont bien enregistré des ondes. Donc,
si on a enregistré des ondes, cela ne peut provenir que d'une rupture de roche qui a eu lieu. Donc, vous deviez reprendre l'ensemble des observations et ce document pour faire votre explication de l'origine de ce fameux séisme du 11 mars 2011 à 5h46 au Japon. Alors, je vous lis l'explication qui a pu être formulée par un élève. Alors, le 11 mars 2011, la collision des plaques du Pacifique et d'Okhotsk font des pressions importantes sur les roches en profondeur qui finissent par casser. Donc là, j'ai bien apprécié le fait que l'élève reprenait bien nos histoires de plaques au départ. C'est bien le démarrage de l'origine du séisme. C'est bien le mouvement de ces deux plaques qui vont exercer des pressions et qui vont donc être à l'origine de la cassure des roches. Finissent par casser. Lorsque les roches ont cassé, cela a produit des ondes. C'est ce que l'on vient de vérifier avec ici. Quand les roches cassent, on a bien des ondes qui, effectivement, se créent et qui ont fait trembler le sol du Japon. Alors, moi, à votre niveau, je n'attendais que cela en explication. Maintenant, il faut quand même bien que vous compreniez qu'on est à la surface du sol au niveau du Japon et que les ruptures de roches ont lieu à quelques kilomètres quand même de profondeur. Par exemple, ici, vous appreniez que donc on était à 40 km de profondeur. Donc, autrement dit, les roches cassent à 40 km de profondeur et cela a des conséquences en surface puisque nous, c'est en surface au niveau de l'île Japon que nous avons notre tremblement du sol. Et cela, c'est simplement par le fait que lorsque la roche, elle casse, par exemple ici, l'onde qui va être créée est capable de se propager et de remonter en surface. Et nous, les secousses qu'on a à la surface du sol, c'est simplement le résultat de la propagation des ondes en surface. Alors, pour vous montrer que ces ondes sont vraiment capables de se disperser, de se propager dans le globe terrestre et pas uniquement de remonter uniquement à la surface, je vous montre cette carte. Alors, le Japon est ici, le séisme a eu lieu donc à 5h, alors je vous disais 5h46. À Taïwan, on enregistrait les ondes à 6h. Alors, je vous montre maintenant, ici Clermont-Ferrand et ici la Martinique. Si je vous montre ce planisphère, c'est parce que nous avons également des sismographes qui sont positionnés, par exemple, dans le secteur de Clermont-Ferrand, comme ici en Martinique. Et regardez, ce jour-là, ce qu'ils ont obtenu aussi au niveau donc des enregistrements. Alors, je vais vous faire voir donc ceci. Voilà. Donc là, on avait l'enregistrement donc au niveau donc de Taïwan, donc vers 6 heures. Ici, c'est l'enregistrement le même jour qui a été obtenu donc à Clermont-Ferrand. Donc là, on voit que des ondes ont également été enregistrées, donc un peu plus tard, on va dire à peu près vers 6h30, d'accord, du matin, soit à peu près donc une demi-heure, trois quarts d'heure après le Japon. Alors simplement, faites attention, ne soyez pas donc trompés par l'échelle ici que je vous mets, puisqu'en fait l'amplitude des ondes ici était entre 0 et moins 2. Ici vous voyez, on a agrandi l'échelle entre 0 et 0,5. Donc ne pensez pas que l'amplitude des ondes est plus grande, au contraire elle est plus petite. Mais pour que ça soit bien visible, d'accord, ils ont modifié l'échelle. Donc on voit que également a été enregistré à Clermont-Ferrand des ondes, d'accord, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, ce même jour. Et enfin, je vous mets ici les enregistrements qui ont été obtenus cette fois-ci en Martinique. Et donc là, c'est pareil, à peu près donc à 6h45 du matin. Donc, cela veut dire que, alors excusez-moi, que des ruptures de roches qui ont eu lieu ici au Japon, au niveau de la fosse du Japon, ont déclenché des ondes. Ces ondes sont remontées effectivement en surface et ont fait vibrer la surface du sol, ont fait secouer la surface du sol, d'où ce fameux séisme. Mais ces ondes ont été capables de se propager dans toute la surface du globe terrestre, puisqu'on les a enregistrées également très loin au niveau du globe terrestre. Simplement, au fur et à mesure qu'elles se propagent, elles diminuent en amplitude, ce qui fait que les appareils sont capables de les enregistrer, mais nous, on n'est pas capable de les ressentir.
Alors, si on veut faire le bilan de ce que l'on vient de découvrir sur l'origine d'un séisme, on peut résumer cela sous la forme d'un croquis très simplifié. Alors, voilà ce que je vous